Ma femme me quitte, furieuse, et me demande pourquoi je souris. Je lui révèle qu'elle est enceinte de l'enfant de son âme sœur. Mais aussi que ce dernier vient de faire faillite et ignore qu'elle va s'installer chez lui. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Le café infusait, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de la cuisine, et le faible bourdonnement de Marine qui faisait défiler son téléphone près de l'évier. Puis j'ai posé une question, et ce fut comme allumer une allumette dans une pièce imbibée d'essence. « Et, c'est quoi cette facture d'hôpital » dis-je en brandissant mon téléphone. Elle était passée par notre compte joint, d'une clinique sur la rue des Tilleuls. Elle se figea juste une seconde, puis se tourna lentement, un sourire forcé aux lèvres. « Oh, ça, dit-elle trop négligemment. Ce n'est rien. » Je fronçai les sourcils. « Tu es sûr ? C'était une clinique privée pour femmes. Tu vas bien ? » Son sourire tomba comme un masque au sol. « Laurent, pourquoi surveilles-tu chaque euro que je dépense ? Tu n'as vraiment rien de mieux à faire que d'auditer ma vie. » Je clignai des yeux. « Auditer ? Marine, je ne t'audite pas. » J'étais inquiet. « Si c'est médical, tu n'as pas à t'inquiéter comme ça. Pas quand ça vient avec des interrogatoires passifs-agressifs. » J'ai demandé si tu allais bien, dis-je, ma voix se resserrant. J'ai pensé que tu étais peut-être malade ou effrayé. Je ne t'ai accusé de rien. Tu n'as pas eu besoin de le faire, claqua-t-elle. Ton ton en dit long. Tu arrives toujours avec cet air calme et posé, comme si tu étais au-dessus de tout, mais c'est toujours du contrôle. Tu essaies toujours de me prendre en flagrant délit, n'est-ce pas ? Cela m'arrêta net. Quoi, dis-je, te prendre en flagrant délit de quoi ? Elle se tourna brusquement, jetant son téléphone sur le comptoir comme si elle ne pouvait plus le supporter. Mon Dieu, Laurent, tu ne dis jamais ce que tu penses vraiment. Tu te contentes de sonder et de provoquer jusqu'à ce que ce soit moi qui craque et alors tu peux jouer la victime. Ma mâchoire se serra. Tu ne m'écoutes pas. Je ne suis pas en colère. Je suis confus. J'ai trouvé une dépense médicale et j'ai posé une question simple. Pourquoi agis-tu comme si je t'accusais de tromperie ? Son expression vacilla juste un instant. Puis la froideur. Peut-être parce que tu ne me fais pas confiance, dit-elle en croisant les bras. Peut-être parce que tu me surveilles toujours. Je te fais confiance, dis-je. Mais là, je ne te reconnais pas. La façon dont tu me parles, c'est comme si j'étais l'ennemi. Tu le es, marmonna-t-elle. Je reculai. Que as-tu dit ? Elle ne répondit pas. Elle saisit simplement sa tasse et se dirigea vers la porte comme si elle en avait fini. Non, dis-je fermement, lui barrant le chemin. Tu ne vas pas fuir ça. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Elle me fixa, les yeux perçants, les lèvres serrées. Et pour la première fois en 5 ans de mariage, je le vis. Pas la frustration, pas le stress, mais le ressentiment. Laisse tomber, dit-elle. Si tu m'aimes, tu laisseras tomber. Je secouai la tête. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne, Marine. Tu ne fais pas une entaille dans nos finances et ensuite tu exiges le silence. Elle ricana. Donc, c'est une question d'argent maintenant. Non, dis-je, la voix montant. C'est à propos de nous. Tu caches quelque chose, et la façon dont tu as explosé pour une simple question le prouve. Le silence s'étira entre nous. Elle me contourna, sa main tremblant légèrement alors qu'elle prenait ses clés. Ne m'attends pas, dit-elle. Et puis elle était partie. Je n'étais pas choqué par la facture. J'étais choqué par sa voix, ce ton, comme si elle me haïssait. Je gère un bar au centre-ville de Lyon. Ce n'est pas glamour, mais j'adore ça. Les nuits tardives, les habitués, les histoires. Je rentre juste avant le lever du soleil la plupart des jours. Marine travaille le matin dans un cabinet dentaire, et nous avons toujours fait en sorte que nos horaires fonctionnent, nous croisant comme des danseurs dans une chorégraphie élaborée au fil du temps. Je pensais que nous allions bien. Pas accent grave l'œil, mais bien. Maintenant, je me demande si j'ai dormi à travers un lent effondrement parce que ceci, quoi que ce soit qui venait de se passer, n'était pas rien. C'était le début de quelque chose qui se défaisait. Cette nuit-là, je suis rentré plus tard que d'habitude. J'avais pris un service supplémentaire pour un collègue qui avait besoin de sa nuit. N'importe quoi pour me distraire.
L'appartement était sombre, à l'exception de la douce lueur de la veilleuse du couloir. J'ai enlevé mes bottes de travail et j'ai marché silencieusement dans le salon. Le sac à main de Marine était toujours sur la console de l'entrée. Son manteau était soigneusement posé sur la rampe, comme si elle était rentrée des heures plus tôt, comme si tout était normal, sauf que rien n'était plus normal. La maison était silencieuse d'une manière lourde et contre nature, le genre de silence qui attend que quelqu'un le brise. Je l'ai trouvée à l'étage déjà au lit, enfouie sous les couvertures comme si elle voulait y disparaître. Elle ne tressaillit pas quand j'entrai dans la pièce, elle continua juste à faire défiler son téléphone, la lumière bleue projetant une faible lueur sur son visage. Je me suis changé en silence. Normalement, elle m'aurait demandé comment s'était passée la nuit ou aurait plaisanté sur les histoires de bar que j'avais toujours. Mais ce soir, rien. Juste cette lueur bleue froide et ses doigts tapant sur l'écran comme si elle était ailleurs. Je me suis glissé sous les couvertures à côté d'elle. Prudemment, silencieusement. Ma main frôla la sienne, légèrement d'abord. Puis je traçai mes doigts le long de son bras. Lentement, familièrement. Elle ne bougea pas. Après un instant, je me penchai, posant ma main sur sa taille. Et, murmurai-je d'une voix basse. On peut juste oublier aujourd'hui. Juste pour ce soir. Toujours rien. Puis un souffle aigu et agacé. Et elle se détourna, remontant la couverture sur son épaule. Laurent, j'ai mal à la tête. C'était tout. 5 mots. 5 mots glaciales, inflexibles. Je me figeai. Non pas parce qu'elle avait dit non. Aucun homme n'attend un oui à chaque fois, mais à cause de la façon dont elle l'avait dit. Aucune chaleur, aucun soupir d'épuisement, aucune excuse, juste cette voix lointaine et hachée comme si j'étais un étranger qui s'était trop rapproché dans son sommeil. Ce n'était pas du rejet. C'était de la déconnexion. Et c'est cela qui me vida de l'intérieur. Je me suis roulé sur le dos et j'ai fixé le plafond. Le ventilateur tournait lentement au-dessus, des ombres vacillaient dans la pièce. Elle était à quelques centimètres de moi, mais je ne m'étais jamais senti aussi loin d'elle. Pouvez-vous imaginer ça? Être allongé dans le même lit que vous partagez depuis des années, et soudain avoir l'impression de vous introduire sans permission. Ce n'était pas seulement qu'elle ne voulait pas de moi. C'était qu'elle ne me voyait pas. Je suis resté immobile, écoutant sa respiration se régulariser alors qu'elle s'endormait ou faisait semblant. Je n'étais pas sûr. Je voulais croire qu'elle était fatiguée, stressée, que cela passerait. Mais au fond, je savais mieux. Quelque chose s'était fissuré ce matin. Et cette nuit, j'ai vu la fracture s'élargir. Il ne s'agissait plus d'une fracture. C'était quelque chose de plus grand, d'indicible. Et maintenant, cela vivait dans notre lit avec nous. J'ai essayé de fermer les yeux pour calmer les pensées, mais elles revenaient en écho. Son ton, sa distance, sa colère. Je n'avais jamais été parfait, mais je l'aimais. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Et cette nuit, pour la première fois, je me suis demandé si l'amour était suffisant. Parce que si elle pouvait se détourner de moi si facilement, vers quoi d'autre s'était-elle tournée? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis resté allongé là, le cœur battant, l'esprit en ébullition, attendant le lever du soleil pour répondre à une question que j'avais trop peur de poser à voix haute. La lumière du matin filtrait lentement à travers les stores de la cuisine, dorée et chaude, complètement en désaccord avec le froid qui s'était installé entre nous. Je m'étais levé tôt, je n'avais pas pu dormir. Je m'étais tourné et retourné toute la nuit, mes pensées tournant en boucle sans fin comme un disque rayé. Maintenant, je me tenais pieds nus devant la cuisinière, faisant frire 2 œufs par habitude. Notre rituel matinal. Ou du moins, il l'était. Je n'attendais pas de conversation. Honnêtement, je n'étais même pas sûr d'en vouloir une, mais quelque chose en moi refusait de laisser le silence s'étirer une minute de plus. J'ai mis les œufs dans l'assiette, beurré 2 tranches de pain grillé et me suis assis seul à table. Pas de musique, pas de nouvelles, juste le tintement de ma fourchette et de mon couteau résonnant trop fort contre la céramique. Marine finit par apparaître, déjà habillée pour le travail, cheveux attachés, maquillage impeccable. Ses talons claquaient sur le sol avec la même précision qu'elle utilisait pour éviter le contact visuel. Elle ouvrit le réfrigérateur, sortit un jus d'orange et se versa un verre. Toujours pas de bonjour.
Elle se déplaçait dans la cuisine comme si je n'étais pas là. Puis ce fut le tintement. Mon couteau heurta le bord de mon assiette juste un peu trop fort, trop aigu. Je n'essayais pas d'être désagréable, mais c'était suffisant. Elle se retourna. « Tu es obligé de manger comme ça ?» Je clignai des yeux. « Comme quoi ?» « Comme si tu construisais quelque chose. » Tout ce grattage et ce tapage. Il est 7 heures du matin, Laurent. Je la fixai, ma tartine à mi-chemin de ma bouche. C'est le petit déjeuner. Elle croisa les bras, appuyée contre le comptoir. C'est irréfléchi. Tu sais que je suis sensible au bruit. Je posai lentement ma fourchette, délibérément. Tu veux dire depuis hier soir? Elle leva les yeux au ciel. Je ne vais pas recommencer avec toi. Non, dis-je en me levant maintenant. Calme même. Je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit avec moi depuis un moment. Son expression vacilla. Juste une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en colère, dis-je. Mais pas à cause du pain grillé. Pas à cause de la fourchette. Tu t'en prends à moi comme si j'avais fait quelque chose. Mais tu ne dis pas quoi. Elle secoua la tête, riant amèrement. Tu lis trop de choses dans tout. Je m'approchai, la voix toujours calme. Je ne suis pas celui qui cache des choses. Ça a fait mouche. Je le vis. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle avait quelque chose à dire, mais rien n'en sortit. J'insistai. Si tu ne veux pas parler, très bien. Si tu es fatigué ou stressé, d'accord, mais ne me traite pas comme si j'étais un étranger qui s'est immiscé dans ta vie et t'a rendue malheureuse. Laurent, non. L'interrompis-je. Tu te trompes d'homme pour ta colère. Et si tu ne me dis pas ce qui se passe, alors j'arrêterai d'attendre des réponses. Silence. Un long, long silence. Pour la première fois, elle semblait prise au dépourvu, pas furieuse, pas sur la défensive, juste figée. Puis elle saisit son sac sur la chaise, les doigts tremblant légèrement, et se tourna vers les escaliers. Je ne la suivis pas. Je la regardai partir, ses talons claquant à chaque marche, s'estompant une à une. La cuisine, autrefois notre espace sûr, ressemblait maintenant à une salle d'attente pour un diagnostic qu'aucun de nous ne voulait entendre. Et dans ce silence, quelque chose changea. J'avais toujours essayé de protéger notre paix, de me plier à ses humeurs, de trouver des excuses à sa froideur. Mais aujourd'hui, j'avais tracé une ligne, et elle ne l'a pas franchie. La foule de fin de soirée s'était enfin éclaircie. Le jukebox ralentissait, fredonnant les dernières notes d'un morceau rock épuisé. J'essuyais lentement le bar, passant un chiffon sur le bois lustré par habitude plus que par nécessité. Mes mains bougeaient, mais mon esprit était ailleurs. Le genre de journée que j'avais eue, on ne s'en débarrasse pas avec une bonne playlist et une IPA bien servie. La porte tinta une fois de plus avant que je puisse retourner le panneau. Marc entra comme il le faisait la plupart des jeudis. Vieil ami, même lycée, même sens de l'humour cabossé. Il était resté en ville comme moi. Marié, 2 enfants, il dirigeait une entreprise de rénovation, un type bien. Il se glissa sur le tabouret le plus proche de la caisse, frappa 2 fois et me fit un sourire fatigué. Nuit difficile? Je lui servis une bière pression et lui fis un haussement d'épaule qui disait, tu n'en sais même pas la moitié. Il but une gorgée et m'observa en silence. Tu as l'air d'un zombie. J'ai l'impression de somnambuler à travers quelque chose, dis-je en m'appuyant sur le bar, de voir mon mariage s'effondrer de l'extérieur. Marc leva un sourcil. À ce point. J'acquiesçai. Quelque chose a changé avec Marine. C'est comme si elle n'était plus là, même quand elle est juste devant moi. Il fit tournoyer la mousse dans son verre. Tu penses qu'elle te trompe? Le mot me frappa plus fort que prévu. Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Elle est nerveuse, hostile, cache des choses. Je sortis mon téléphone, ouvris l'application bancaire, lui montrai la dépense. J'ai vu ça il y a quelques jours. Clinique pour femmes. Je lui en ai parlé. Elle a pété les plombs. M'a traité de manipulateur. Marc fixa l'écran, puis leva lentement les yeux. Clinique, comme gynécologue obstétricien. Privé? Pas son endroit habituel?
Il se tortilla inconfortablement en passant une main sur sa barbe naissante. Ce n'est pas bon. Je ne l'ai même accusée de rien, marmonnai-je. J'ai demandé si elle allait bien et elle m'a rembarré. Puis elle s'est fermée. Froide. M'a exclu. Marc hésita puis rit doucement, d'un rire tendu et maladroit. Quoi? Il secoua la tête. C'est juste que ma femme était comme ça quand elle était enceinte. Les sautes d'humeur, le silence, les trucs bizarres de paranoïa. Je me figeai. Quand elle était quoi? Marc eut l'air de regretter immédiatement de l'avoir dit. Je ne voulais pas, je ne dis pas que Marine l'est. Écoute, c'était juste une pensée, mais il était trop tard. Ce mot, enceinte, me frappa comme une goutte d'encre dans de l'eau claire. Il colora tout. Je me suis penché en arrière lentement, mes mains agrippées au bord du bar. Tu penses qu'elle est enceinte? Marc leva les deux mains. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que si elle l'est, peut-être qu'elle a peur de te le dire. Je le fixai. Nous essayons depuis plus de 2 ans et elle avait cessé d'en parler il y a un moment. J'avais supposé qu'elle avait abandonné. Il ne dit rien. Il but juste sa bière, me laissant dérouler mes pensées. Mais si elle l'est, dis-je doucement, elle ne me l'a pas dit. Et ça? Ça veut dire quelque chose. Marc acquiesça, sa voix basse. Ça veut dire que tu dois découvrir la vérité. J'acquiesçai aussi, mais il n'y avait aucune force derrière cela. Juste de l'attente. Je fermai la caisse et éteignis les lumières du plafond une par une, laissant la pièce s'assombrir en ombre. Dehors, le vent d'octobre faisait tourbillonner les feuilles sur le trottoir. Je me tenais à la porte, une main sur l'encadrement. Merci pour la bière, dit Marc en me tapant l'épaule en sortant. Je ne répondis pas parce que maintenant mon esprit n'était plus au bar. Il était sur une clinique tranquille de l'autre côté de la ville, une femme que je ne reconnaissais plus, et une possibilité que je n'étais pas prêt à nommer. Le lendemain matin, je me suis assis dans ma voiture devant l'adresse de la facture. Un bâtiment en briques basses niché entre un cabinet de chiropraxie et un studio de yoga. Il n'y avait rien de suspect, rien de dramatique, juste une douce enseigne bleue, santé féminine des tilleuls. Ça avait l'air ordinaire, sur même. J'ai fixé cette enseigne pendant 5 bonnes minutes avant de sortir de la voiture. Je n'avais pas de plan, juste un besoin rongeant de vérité. Une vérité que je ne pouvais plus demander à Marine. Le hall sentait la lavande et les lingettes citronnées. Trop propre, trop silencieux. Une plante en pot était posée dans le coin près de la fenêtre, et une jeune femme derrière le comptoir leva les yeux et sourit poliment. « Bonjour, je peux vous aider ?» J'acquiesçai, marchant lentement vers le comptoir. « Oui, j'essaie de confirmer une visite. Ma femme, Marine Petit, pourrait avoir été ici la semaine dernière. » Son expression s'adoucit, mais pas d'une manière réconfortante. Plutôt d'une manière on y est encore. « Je suis vraiment désolé, monsieur, dit-elle gentiment. Mais nous ne pouvons divulguer d'informations sur les patients sans consentement écrit, même à la famille. » Je souris, essayant d'avoir l'air décontracté. Je comprends tout à fait. Je ne demande rien de sensible, j'essaie juste de confirmer si elle est venue. C'est tout. Elle secoua la tête. Même cela est considéré comme une information protégée. J'aimerais pouvoir vous aider. Je suis resté là un instant de plus, espérant qu'elle lirait quelque chose sur mon visage, ma confusion, mon désespoir, mon épuisement et enfreindrait légèrement les règles. Mais elle ne le fit pas. D'accord, dis-je en reculant lentement. Je comprends. Prenez soin de vous, offrit-elle avec le même sourire. Aimable, ferme, inébranlable. Dehors, le froid me gifla le visage. Un vent glacial balaya le parking, tirant sur mon manteau comme s'il voulait que je parte. Je m'appuyai contre le capot de ma voiture. Je scrutais les portes vitrées de la clinique, me demandant si elle en était sortie seule, ou si elle avait été déposée, ou si elle avait rencontré quelqu'un à l'intérieur. On ne peut pas désapprendre certaines pensées une fois qu'elles sont là. Comme le fait que si elle était enceinte, il n'y avait aucune chance que l'enfant soit le mien. Nous avions essayé pendant 2 ans, chaque test, chaque calendrier. Je suis allé à chaque rendez-vous, chez chaque spécialiste. Et quelque part dans le mélange d'espoir et de déception, elle cessa de me regarder dans les yeux quand nous en parlions. Je me suis éloigné du capot, suis remonté dans la voiture,
suis resté les mains agrippées au volant plus longtemps que nécessaire. Une partie de moi voulait l'appeler, lui demander directement, la confronter, mais que dirais-je? Salut chérie, j'ai surveillé ta facture de clinique et j'ai visité un endroit dont tu ne m'as jamais parlé. Peux-tu remplir les blancs? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passerait. Alors, j'ai essayé une autre approche. Un ami à moi, Denis, travaillait pour l'un des réseaux hospitaliers de la région. Nous jouions au poker 2 fois par mois depuis près de 4 ans. Il me devait 1 ou 2 faveurs. Je lui ai envoyé un simple message. Salut, tu penses pouvoir m'aider à suivre une visite patiente à santé féminine des Tilleuls? Le nom est Marine Petit. Je veux juste connaître la date du rendez-vous. Rien de plus. 3 points pulsèrent à l'écran. Puis disparurent. Puis vint la réponse. Laurent, mec, je ne peux pas. Cet endroit est privé. Même pas dans notre système. Totalement séparé. Désolé. Impasse. Bien sûr. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Puis j'ai jeté le téléphone sur le siège passager. La vérité se cachait derrière trop de portes verrouillées, et la femme qui détenait la clé refusait de parler. Je suis resté là, le moteur tournant, regardant les gens aller et venir, des femmes en manteau et écharpe, tenant de petits dossiers ou serrant leur ventre. Toutes marchant avec détermination. Et je me suis senti en dehors de tout cela. Non seulement en dehors de la clinique, mais en dehors de mon mariage, en dehors des réponses, en dehors de la vie que je pensais comprendre. J'avais toujours cru que la vérité avait une façon de faire surface. Que le temps, la patience et la gentillesse la tireraient à la lumière. Mais aujourd'hui, j'ai appris que la vérité peut se cacher derrière de petits sourires et des panneaux de réception plastifiés. Et peu importe la douceur avec laquelle vous frappez, certaines portes ne s'ouvrent tout simplement pas. Pas avant d'y être forcé. Quand je suis rentré dans l'allée ce soir-là, la lumière du porche était déjà allumée. Cela n'arrivait jamais. Nous étions le genre de couple qui laissait les lumières éteintes, laissant l'obscurité s'installer jusqu'à ce que l'un de nous rentre à la maison. Mais ce soir, la maison était éclairée comme si quelqu'un attendait de la visite. La seconde où j'ai ouvert la porte, j'ai senti l'ail rôti et le romarin frais. La musique flottait depuis le salon. Du jazz doux, le genre que Marine ne jouait que lors de dîners ou de nuits d'excuses. Et elle était là, debout dans la cuisine, avec un de ces tabliers qu'elle ne portait jamais. Un bleu marine avec de petits boutons dorés noués soigneusement autour de sa taille. Ses cheveux légèrement bouclés, maquillés, les yeux brillants. Elle leva les yeux, sourit. Et, mon amour, dit-elle comme si rien n'avait jamais été anormal. Je me figeai sur le seuil, mon manteau toujours sur moi. Et, répondis-je prudemment. J'ai fait le dîner, dit-elle joyeusement, se tournant vers la cuisinière. Des pâtes avec cette sauce que tu aimes et du pain chaud. J'ai pensé que tu serais affamé après ton service. J'accrochai mon manteau, entrant lentement. La table était mise, les serviettes pliées, les bougies allumées. C'était trop vite. Je m'assis, la regardant se déplacer dans la cuisine avec une grâce facile, fredonnant sous son souffle. La même femme qui, il y a quelques jours, avait reculé de moi comme si j'étais un étranger. La même femme qui avait explosé à cause du pain grillé. Maintenant, elle servait des spaghettis comme si nous étions dans une publicité pour un produit familial. « Tu vas bien ?» demandai-je, ne cachant pas la suspicion dans mon ton. Elle leva les yeux, surprise. « Oui, pourquoi pas ?» Je ne répondis pas. Nous mangeâmes en silence pendant un moment. Elle le remplit de petites histoires, quelque chose sur un patient qui avait apporté des cupcakes, un collègue qui avait démissionné à l'improviste. Rien de profond, tout en surface, mais j'écoutais ce qui n'était pas dit. Aucune mention de la facture, des disputes, de la distance, rien à propos d'hier soir, rien à propos de son changement d'humeur soudain. Après le dîner, elle versa 2 verres de vin et me conduisit à l'étage comme si c'était un jeudi ordinaire, comme si nous n'avions pas été des ennemis en guerre froide pendant une semaine. Nous nous déshabillâmes dans le silence familier de la routine. Elle monta au lit la première, se glissant près, ses doigts effleurant mon épaule. « Viens ici », murmura-t-elle. Je ne bougeais pas. Elle embrassa mon cou légèrement, lentement et délibérément. Puis sa main glissa sur ma poitrine. J'attrapai son poignet doucement et me retirai. « Je suis fatigué, dis-je, la voix douce.
long service. Elle se figea. Sa main s'arrêta en plein mouvement avant de se retirer. Oh, dit-elle. Trop léger, trop désinvolte. Bien sûr. Désolé, tu m'as juste manqué. Je me tournai sur le côté, face au mur. Elle se recroquevilla derrière moi après un instant, posant sa main sur mon dos. Je ne l'ai pas repoussée, mais je ne l'ai pas non plus cherchée parce que je ne me laissais pas berner. Elle ne cherchait pas de contact avec moi. Elle cherchait le contrôle, la proximité, qu'elle n'avait pas regagné. Ce n'était pas de la connexion. C'était un étalonnage, un test. Elle voulait savoir quelle part de moi elle possédait encore. Et cette nuit, je ne lui ai rien donné. Bien après que sa respiration se soit ralentie, je fixai l'obscurité, les yeux grands ouverts, le cœur battant régulièrement. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la guérison. C'était une stratégie. Et maintenant je savais qu'elle n'allait pas me dire la vérité. Pas avant qu'elle n'ait pas d'autre choix. Mais j'avais déjà pris ma décision. À partir de ce moment, je ne courais pas après. Je ne supplierais pas. Je ne craquerais pas. Qu'elle mente en paix. Je trouverais la vérité dans le silence. Je ne voulais pas mêler d'autres personnes à cela. Pendant des jours, je me suis dit que c'était entre Marine et moi. Notre mariage, nos secrets, notre désordre. Mais quand quelqu'un se cache si profondément, il faut regarder où la lumière pourrait encore atteindre. Alors, le samedi après-midi, j'ai traversé la ville jusqu'au petit duplex en briques où vivait sa sœur. Hélène Petit, la sœur cadette de Marine de 3 ans. Maîtresse d'école maternelle, grand sourire, yeux doux, elle avait toujours eu le don de désamorcer les tensions, même lors de leurs pires disputes familiales. Elle ouvrit la porte avec un sourire hésitant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Laurent, salut, dis-je, les mains dans les poches de mon manteau. Je peux entrer ?» Elle hésita juste assez longtemps pour répondre sans mots, puis s'écarta. Le salon sentait la cannelle et les feuilles d'assouplissant. Un film pour enfants était en pause à la télévision et un panier de linge plié était posé sur le canapé. « Tu veux du café ou ? » ?»« Non, dis-je doucement. J'ai juste besoin de parler. » Elle acquiesça et s'assit sur le bord de la coudoir, les bras croisés fermement sur sa poitrine comme si elle se préparait à quelque chose qu'elle savait déjà arriver. « Hélène, commençai-je prudemment. Je pense que tu sais quelque chose et je pense que ça te ronge. » Elle ne répondit pas, fixant simplement ses mains croisées, le silence s'épaississant. « Je ne suis pas ici pour te coincer, dis-je. Je ne suis pas en colère, mais j'ai besoin de la vérité parce que je ne l'obtiens nulle part ailleurs. » Sa lèvre trembla légèrement. Et puis elle expira longuement et en tremblant. « Je lui ai dit de ne pas faire traîner les choses, murmura-t-elle. Je lui ai dit que plus elle mentait, plus ce serait pire. » Je sentis le cœur se serrer. « Hélène, dis-je lentement. Marine est enceinte ? » Elle acquiesça une fois, puis leva les yeux vitreux. « Oui. » Ma gorge se noua. Je m'assis en arrière dans le fauteuil comme si j'avais reçu un coup de poing. « Elle ne me l'a pas dit, dis-je doucement. Pas un mot. Elle a peur. » « Hélène, elle n'a pas peur, dis-je, la mâchoire se serrant. Elle est stratège. Elle a cherché des disputes, m'a évité, a menti. Pourquoi ferait-elle ça? À moins que... » Hélène cligna lentement des yeux. Je ne finis pas la phrase. « Elle ne sait pas qui est le père, » murmura Hélène comme si les mots eux-mêmes étaient fragiles. Silence. « Je suis désolée, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Elle me l'a dit il y a quelques semaines, a dit que c'était un accident, une erreur. Un gars du travail. Ce n'était pas sérieux. » Je fixai le sol, mon cœur battant à mes oreilles. Elle a dit quand? Non, juste que c'est arrivé une fois. Elle pensait que ça passerait. Puis elle a manqué ses règles. Ma voix était calme mais lointaine. Et elle a juste décidé de prétendre que tout était normal? Elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit qu'elle voulait garder le bébé mais qu'elle ne voulait pas te perdre non plus. Elle pensait qu'elle pouvait attendre que ça passe. Répétai-je. Me laisser croire que c'était le mien. Je lui ai dit que c'était mal, dit Hélène rapidement. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas mentir sur une chose pareille.
Elle allait me laisser élever l'enfant de quelqu'un d'autre, murmurai-je plus à moi-même qu'à elle. Sans même demander, je me levai lentement. Hélène, dis-je doucement. Merci. Elle me regarda avec des yeux humides. Vas-tu la quitter? Je ne répondis pas, pas avec des mots. J'acquiesçai juste une fois, lentement, solennellement, et me tournai vers la porte. S'il te plaît, ne lui dis pas que je te l'ai dit, dit-elle soudainement. Elle ne me parlera plus jamais. Je fis une pause. Je ne le ferai pas, dis-je par-dessus mon épaule. Tu ne l'as pas trahi. Elle m'a trahi. Dehors, le vent me mordit le visage, aigu et amer. Je marchai vers ma voiture avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Il n'y avait plus besoin de crier. Plus d'arguments. Plus de supplications pour des réponses. Maintenant je savais. Et demain je franchirai l'étape finale. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. La maison était silencieuse. Le genre de silence qui avait l'habitude d'être paisible. Maintenant, il semblait juste vide. Je me suis assis à la table de la cuisine, le café refroidissant devant moi, fixant le vide. Les mots d'Hélène se rejouaient comme un écho que je ne pouvais pas éteindre. Elle ne sait pas qui est le père. J'aurais dû ressentir de la fureur, de la trahison, quelque chose d'assez aigu pour briser l'engourdissement. Mais au lieu de cela, je me sentais juste. Calme. Ce n'était pas une surprise. Quelque part au fond, je pense que je savais déjà. Quand vous vivez avec quelqu'un assez longtemps, vous commencez à reconnaître le son des mensonges. Non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils cessent soudainement de dire. À 9 heures du matin, j'étais garé devant une autre clinique, une où j'étais allé il y a des années quand nous essayions d'avoir un bébé. L'enseigne n'avait pas changé. Centre de santé reproductive de la région lyonnaise. Je me souvenais encore du nom du médecin. À l'intérieur, l'infirmière sourit poliment quand j'expliquais que j'avais besoin d'un contrôle de fertilité de routine. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Cela prit moins d'une heure. Papier, un échantillon, la promesse que le médecin appellerait dans la journée. Quand je suis parti, l'air était assez froid pour piquer. J'ai marché jusqu'à mon camion, me suis assis derrière le volant, et j'ai fixé le pare-brise jusqu'à ce que mon souffle embue la vitre. Dans l'après-midi, le téléphone sonna. Monsieur Dubois. La voix était clinique. Ferme. Nous avons reçu vos résultats. D'accord. Je dois vous informer. Votre échantillon montre un nombre de spermatozoïdes non viables. Essentiellement 0. Je suis désolé, mais la conception par des moyens naturels n'est pas possible. Je ne bougeais pas. Je ne clignais même pas des yeux. Depuis combien de temps est-ce comme ça? Probablement permanent, dit-elle gentiment. Possiblement congénital. Ce n'est pas nouveau. D'accord, dis-je doucement. Merci. Quand j'ai raccroché, je suis resté là, dans le camion, pendant un long moment, fixant le volant. Pas de choc, pas de larmes, juste un étrange, clair silence. Toute la confusion de la semaine dernière, chaque mensonge, chaque dispute, chaque regard froid s'alignait parfaitement à ce moment précis. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était la vérité qui se cachait à la vue de tous. Et maintenant j'avais enfin la preuve. Pas le genre dont on discute. Pas le genre que l'on peut tordre ou nier. Le genre écrit dans la biologie. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai appelé mon avocat à la place. Daniel, un vieil ami qui s'occupait des papiers du bar il y a des années. Dan, c'est Laurent. J'ai besoin de rédiger des documents de divorce rapidement et sans faille. Il ne demanda pas pourquoi, dit juste, compris. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé à travers le parking les gens qui passaient. Des familles, des couples, des inconnus, tous vivant leur vie ordinaire. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis senti stable, pas en colère, pas brisé, juste fini. Demain, elle le découvrirait. Et quand elle le ferait, elle réaliserait que cette fois, elle n'était pas celle qui écrivait la fin. Elle fit le dessert. C'est comme ça que je sus. Nous n'étions pas des gens de dessert. Pas en semaine, pas après des pâtes. Mais elle était là, debout dans la cuisine avec une assiette de gâteau au cœur coulant au chocolat, 2 boules de glace à la vanille à côté, et ce sourire,
ce sourire excessivement doux, les lèvres serrées qu'elle n'avait pas portées depuis des mois. Je jouai le jeu, pris l'assiette, la remerciai, m'assis en face d'elle à table comme si tout était normal, comme si les 2 dernières semaines n'avaient pas été une implosion au ralenti. Elle attendit que j'aie pris quelques bouchées avant de poser sa fourchette soigneusement, comme si le contact de l'argent avec la céramique importait. « Laurent, dit-elle doucement. Nous devons parler. » Je posai ma fourchette, reflétant son ton. « D'accord. » Elle avait l'air nerveuse, ses yeux allant des miens à ses mains, puis de nouveau. J'étais bizarre ces derniers temps. Je sais que tu l'as remarqué, et j'ai eu peur de te dire pourquoi, parce que je ne savais pas comment tu le prendrais, mais tu mérites la vérité. J'acquiesçai, ne parlant pas, ne la pressant pas. Elle expira lentement, presque comme si elle se préparait à un choc, puis finalement le dit. Je suis enceinte. Elle fit une pause comme si c'était une bombe qu'elle venait de lâcher, attendant de voir où la fumée se dissiperait. J'inclina légèrement la tête. Notre bébé, elle sourit, petit et tremblant. Oui. Un court instant s'écoula. Puis je souris aussi. C'est intéressant, dis-je, posant ma serviette sur la table. Le sourire de Marine vacilla. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me levai, me dirigeai vers le buffet et ramassai un morceau de papier plié que j'avais laissé là exprès. Je pris mon temps. Pas de colère, pas de drame, juste une précision chirurgicale. Je plaçai le papier devant elle. Mon médecin m'a confirmé quelque chose aujourd'hui. Il s'avère que je suis stérile, complètement infertile, 0 spermatozoïde. Apparemment, ça a toujours été comme ça toute ma vie. Son visage se vida de ses couleurs. Je m'appuyai contre le comptoir, les bras croisés. Donc, à moins que tu ne crois en la conception immaculée, c'est le bébé de quelqu'un d'autre. Marine ne bougea pas, ne respira pas, puis ses lèvres s'entr'ouvrirent. Laurent, j'ai déjà déposé les documents, dis-je calmement. Les papiers de divorce sont prêts. Mon avocat te contactera cette semaine. Elle cligna rapidement des yeux comme si elle essayait de se réveiller d'un cauchemar. Attends, quoi? Non. Non, ce n'est pas. Ce n'était pas prévu. Je ne voulais pas. Je levai une main. Arrête. Elle s'arrêta. Je ne suis pas en colère, dis-je. Plus maintenant. Je l'ai été. Mais maintenant, c'est juste fini. Les larmes montèrent instantanément. Elle tendit la main sur la table comme si cela pouvait annuler quoi que ce soit. C'était une erreur, murmura-t-elle. Une seule, je ne voulais pas que ça arrive. J'étais seul. Nous n'étions pas connectés. Et moi, Laurent, nous pouvons encore arranger ça. Nous pouvons élever le bébé ensemble. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je secouai la tête une fois. Cette offre a expiré le jour où tu as menti. Elle s'effondra sur la chaise, pleurant maintenant, sanglotant dans ses mains comme si la vérité venait seulement de devenir réelle pour elle. Je ne bougeais pas, ne la consolais pas. Je l'avais déjà fait. Pendant des mois, j'avais essayé de la rencontrer à mi-chemin, mais ce n'était pas à mi-chemin. C'était une falaise et elle avait déjà sauté, et maintenant elle voulait que je la suive. J'allais te le dire, halta-t-elle entre 2 sanglots. J'allais. J'ai juste. Je ne savais pas comment. Tu n'allais jamais me le dire, dis-je. Tu espérais que je croie le mensonge, que j'aimerais le bébé assez pour oublier la biologie. Tu espérais pouvoir effacer ce qui s'était passé en me transformant en père. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait, l'interrompis-je, la voix toujours calme. Et le pire, ce n'était pas l'aventure. C'était l'histoire que tu as construite après. Le piège, la performance, la façon dont tu m'as regardé dans les yeux et m'as tendu un mensonge comme si c'était un cadeau. Elle pleura plus fort. Je marchai jusqu'au salon, pris le dossier de la petite table d'appoint. À l'intérieur, des copies des documents, les papiers de divorce, mes dossiers médicaux, une vérité finale et nette. Je les plaçai doucement devant elle. Je resterai au studio au-dessus du bar jusqu'à ce que les choses soient finalisées, dis-je. S'il te plaît, ne me contacte pas, sauf par voie légale. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle était un tas de culpabilité et de mascara à la table de la cuisine. Je la regardai une dernière fois, la femme avec qui je pensais construire ma vie.
La femme qui me murmurait autrefois des rêves à l'oreille sur les balançoires de véranda et les matins de Noël. Maintenant, elle semblait juste insignifiante. Je voulais être père, dis-je, la voix presque brisée, mais pas comme ça. Puis je suis sorti, fermant la porte derrière moi. Pas de claquement, pas de cri, juste une fin tranquille à une illusion soigneusement construite. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Pas de banc de juge imposant ni d'éclairage dramatique, juste des murs lambrissés, des lumières fluorescentes et le faible murmure des avocats tournant les pages. Pourtant, le poids de cela pesait lourdement comme si l'air savait ce qui allait se passer. Marine était assise en face de moi, son visage pâle et illisible. Elle portait un blazer bleu marine, les cheveux glissés derrière ses oreilles. Elle avait l'air d'être là pour un entretien d'embauche, mais ses mains tremblaient sur ses genoux. Mon avocat, Daniel, était assis à côté de moi, calme comme d'habitude. Il avait parcouru les documents une douzaine de fois déjà, mais il se pencha quand même et murmura, « Tu es sûr que tout va bien ?» J'acquiesçai une fois. Très. L'audience fut courte, juste la division des biens, les divulgations finales et la reconnaissance des rapports médicaux. Tout présenté, tout documenté. Pas de théâtralité, pas d'objection. Daniel remit l'évaluation de fertilité scellée. La juge l'a parcourue, les yeux scannant ligne après ligne jusqu'à ce qu'elle lève enfin les yeux. « Monsieur Dubois, dit-elle, cette documentation confirme clairement votre déclaration d'infertilité permanente. Êtes-vous certain de vouloir procéder sans poursuivre de test de paternité ?» Je n'hésitais pas. « Oui, votre honneur. » Ce n'est pas nécessaire. De l'autre côté de la salle, l'avocat de Marine se pencha vers elle, lui murmurant quelque chose d'urgent. Elle secoua la tête, puis se leva lentement. « J'aimerais faire une déclaration, dit-elle doucement. La juge l'autorisa. Marine s'éclaircit la gorge, la voix tremblante. Je n'ai pas été honnête. J'ai eu une brève relation en dehors de mon mariage. Je suis tombée enceinte et j'ai paniqué. Je ne savais pas qui était le père et je me suis convaincue que c'était peut-être encore celui de Laurent. Mais je connaissais la vérité. Je ne pouvais juste pas l'affronter. Sa voix se brisa. C'était un homme avec qui je travaillais. Il n'est pas au courant de la grossesse. Il a déménagé hors de l'État il y a 1 mois. Je ne peux pas le trouver. La pièce devint silencieuse. Le genre de silence qui suit un coup de feu. Non pas à cause du bruit, mais à cause de l'impact. La juge hocha solennellement la tête et continua. La décision fut rapide. Tous les biens matrimoniaux protégés. Divorce accordé. Aucune responsabilité légale pour l'enfant à naître ne m'a été attribuée. Une rupture nette. Après, je suis sorti seul. L'air était vif et sec. Les arbres perdaient leurs dernières feuilles d'automne. Je me tenais sur les marches du palais de justice, les regardant voltiger au sol comme des morceaux d'une histoire enfin terminée. Elle me suivit dehors. « Laurent » appela-t-elle. Je me tournai, attendant. J'ai juste. Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. Tu devrais savoir. Je pensais vraiment que je pouvais arranger ça. Je pensais que si je te disais que c'était le tien, tu resterais. J'acquiesçai lentement. Tu n'avais pas tort. J'aurais pu. Elle déglutit difficilement. Mais tu n'as pas seulement triché, Marine, dis-je. Tu as essayé de me faire passer pour le méchant de ton histoire de couverture, et si je n'avais pas posé de questions, j'élèverais un enfant qui n'est pas le mien. Croyant un mensonge pour le reste de ma vie. Elle n'eut pas de mots. Je la regardai une dernière fois. La femme qui comptait autrefois pour tout, maintenant debout dans la flaque de sa propre défaite. Je voulais croire en nous, dis-je. Mais tu as transformé cette confiance en une arme. Puis je descendis les marches, chaque pas plus léger que le précédent. Le lendemain matin, ma sœur passa à l'improviste. Julie avait une clé, mais elle frappa quand même. Sa façon de demander la permission avant de faire irruption dans ma vie. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte avec un sac en papier de viennoiserie, et ce regard de grande sœur qui signifiait que j'allais obtenir une certaine perspective. J'ai entendu, dit-elle en entrant. Elle posa le sac, prépara du café comme elle le faisait dans la cuisine de papa quand on était petit. Je la laissai faire. Elle avait besoin de cette routine. Et peut-être moi aussi.
Tu as vraiment été jusqu'au bout? Demanda-t-elle finalement, buvant dans une tasse ébréchée. J'acquiesçai. Papier signé. La juge l'a estampillé hier. Elle expira par le nez. Laurent, je comprends. Je comprends. Mais elle porte toujours une vie. Ce bébé ne t'a pas menti. Je la regardai un long moment. Ce bébé n'est pas le mien. Je sais, mais elle savait que ce n'était pas le mien, dis-je calmement. Et elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que ça l'était. Non pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle pensait que je la croirais. Julie se tut. Elle voulait faire table rase, dis-je. Alors, elle m'a effacé de la photo. Pendant un moment, le seul son fut le faible bourdonnement de la cafetière et la voiture occasionnelle passant dehors. Tu as toujours été celui qui voyait le bon chez les gens, dit Julie doucement. Je le fais toujours, répondis-je. Mais je vois aussi ce qu'ils choisissent quand ils pensent que tu ne le découvriras pas. Elle acquiesça lentement, la compréhension naissant dans son expression. Puis elle se leva, vint vers moi et me serra dans ses bras, non pas avec pitié, mais avec fierté. Je la détestais pour ce qu'elle t'a fait, murmura-t-elle. Non, dis-je doucement. Je ne le porterai plus. Quand elle partit, je me tenais à la fenêtre, regardant le monde continuer. Des enfants faisant la course à vélo sur le trottoir. Des voisins ratissant les feuilles en tas dorés. Des chiens aboyant après les écureuils comme si rien n'avait jamais changé. Mais quelque chose avait changé. Moi. Et j'ai finalement compris quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Parfois, la dignité ne vient pas de la défense de sa position. Elle vient de savoir quand s'éloigner tranquillement, entièrement et sans se retourner.